Et si la prochaine grande révolution industrielle n'avait pas lieu sur Terre, mais sur la Lune? Aujourd'hui, on va plonger dans des projets extrêmement concrets, des plans d'ingénieurs pour bâtir une véritable économie là-haut. Alors oublions la science-fiction juste un instant et parlons plutôt business plan et technologie. Cette image, ce n'est pas juste un joli dessin. C'est une vision très sérieuse du futur que des entreprises et des agences spatiales sont déjà en train de préparer. L'idée, c'est vraiment de basculer de l'ère de l'exploration pure à une ère d'exploitation industrielle. Et cette citation, elle résume tout. On ne parle plus seulement de planter des drapeaux ou de faire quelques expériences scientifiques. Non, l'objectif, c'est de créer de la valeur, un écosystème commercial qui tourne, à presque 400 000 km de nous. Pour bien comprendre comment une telle économie pourrait démarrer de zéro, le meilleur parallèle, c'est la ruée vers l'or en Californie au XIXe siècle. Tout un écosystème, des villes, des services, des fortunes, s'est construit autour d'une seule ressource. C'est ce modèle qu'on va décortiquer. Le concept super important ici, c'est celui de l'anchor tenant, qu'on pourrait traduire par locataire principal. Pensez-y. Pendant la ruée vers l'or, les premiers à devenir vraiment riches n'étaient pas forcément les mineurs, mais plutôt ceux qui leur vendaient des pelles, des pioches, des jeans, bref, ceux qui fournissaient les services essentiels. Alors, c'est quoi l'équivalent de l'or sur la Lune? Quelle est cette ressource si précieuse qu'elle pourrait justifier de construire toute une industrie autour? Eh bien, la réponse est assez inattendue. Ce n'est pas un métal précieux, loin de là. Oui, de l'oxygène. Ça peut paraître bizarre. On imagine souvent qu'on irait chercher de l'hélium 3, du platine, des terres rares. Mais non, le vrai trésor, celui qui est au cœur de tous les calculs, c'est l'oxygène. Mais alors pourquoi est-il si fondamental? La réponse est sous nos pieds. Enfin, sous les pieds des astronautes. Le sol lunaire, qu'on appelle le régolithe, est en fait un oxyde. Il est composé à près de 45% d'oxygène. Il y en a partout, en abondance, il suffit de le craquer pour le libérer des roches. Et voilà la clé de tout. Cet oxygène, son utilité première, ce n'est même pas de respirer. C'est de servir de comburant pour les fusées. Une fusée, c'est essentiellement un énorme réservoir de carburant et d'oxydants. Si on peut produire l'oxygène sur place, sur la Lune, on n'a plus besoin de le décoller de la Terre. Et ça change absolument tout en termes de coût et de masse. C'est une révolution. D'accord, donc on a compris pourquoi l'oxygène est le Graal. Maintenant, voyons le comment. Comment est-ce qu'on va s'organiser concrètement pour extraire tout ça et bâtir une industrie? Jetons un œil aux technologies qui sont sur la table. La main-d'œuvre de cette révolution, elle sera quasi entièrement robotisée. Il faut imaginer des machines comme ces robots, surnommés Inchworm ou Mover, conçus pour tout faire, décharger le matériel, assembler les structures, faire la maintenance. Des tâches bien trop dangereuses ou répétitives pour des humains. Et on ne parle pas de simples petits rovers, regardez ça. On voit ici des robots capables de réaliser des opérations d'une précision folle, comme brancher un tuyau de ravitaillement sur une fusée. C'est l'étape cruciale pour faire de la Lune une véritable station-service spatiale. Au-delà de l'oxygène, ce fameux régolithe est aussi plein de métaux, aluminium, fer, silicium. C'est là qu'intervient le concept d'ISRU, pour utilisation des ressources in situ. En gros, l'idée c'est de transformer la poussière locale en matériaux utiles. On fond le régolithe, on en fait des lingots, et à partir de là, on peut créer des poutres, des câbles, tout ce qu'il faut pour construire. Il y a une autre approche qui est carrément bluffante, celle de la société Icon. Ils ont mis au point un système qui utilise des lasers surpuissants pour friter le régolithe, en gros pour le faire fondre et le solidifier, et imprimer en 3D des structures immenses. On parle d'aires d'atterrissage, de routes, d'habitat. C'est un gain logistique absolument énorme. Bon, une fois que la production est lancée, il y a un autre problème qui se pose. Un problème classique dans toute économie qui démarre, la logistique. Comment on transporte des tonnes de matériaux d'un point A à un point B de manière efficace? Pour vous donner une idée du problème, regardez ce chiffre, 133. C'est le nombre d'allers-retours qu'un rover devrait faire pour décharger la soute d'un seul vaisseau Starship. C'est tout simplement pas viable à une échelle industrielle, il faut une solution beaucoup plus robuste. Et la solution qui est sérieusement envisagée, c'est un chemin de fer, un vrai réseau ferré lunaire. Il serait construit par une flotte de robots spécialisés, un excavateur pour dégager la voie, un bulldozer pour préparer le sol et un assembleur pour poser et souder les rails qui seraient eux-mêmes fabriqués sur place, bien sûr. Ok, la partie technique, on voit que c'est très avancé, mais pour que tout ça fonctionne, pour que ça ne devienne pas le Far West, il faut des règles, un cadre légal et politique. On passe donc de l'ingénierie pure à la diplomatie et à la gouvernance. On voit bien l'évolution ici. D'un côté, le traité de l'espace de 1967, qui voyait la Lune comme un bien commun de l'humanité, réservé à la science et interdit à toute appropriation. De l'autre, les accords Artemis, beaucoup plus récents, qui eux ouvrent clairement la porte à l'exploitation commerciale des ressources.
C'est un changement de paradigme complet. Alors, comment on gère ça? Heureusement, il existe un précédent sur Terre qui est une source d'inspiration, le traité sur l'Antarctique. Il a réussi à faire d'un continent entier, potentiellement riche en ressources et très convoité, une zone de paix et de coopération scientifique. C'est un modèle qui montre que c'est possible. Un dernier point, mais qui est absolument fondamental, c'est l'interopérabilité. Il faut que le matériel d'une entreprise américaine puisse fonctionner avec celui d'une agence européenne ou d'une start-up japonaise. Le consortium Logic a une approche très pragmatique pour ça. D'abord, on adopte les standards qui existent déjà. Ensuite, on les adapte si besoin, et seulement en dernier recours, on en crée de nouveaux. Simple, efficace. Pour conclure, on voit bien que la feuille de route technique est là. Elle s'écrit sous nos yeux. La question n'est plus vraiment de savoir si on peut le faire. La vraie question, le vrai défi, est devenu humain et politique. Comment allons-nous choisir de bâtir cette nouvelle économie? De manière collaborative et durable? C'est le grand enjeu qui va définir cette prochaine étape incroyable de notre histoire.